Et on va parler de podcast et plus généralement d'audio digital en compagnie de Arthur Larrey. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Audion, c'est une adtech spécialisée dans l'audio digital, fondée en 2018, avec pour ambition d'accompagner ce nouvel écosystème sur les aspects technologiques et de monétisation. D'abord, première question, Arthur, l'audio digital, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle plus communément les podcasts ou c'est plus large que ça? Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que la définition de l'audio digital, c'est en effet un peu plus large que le podcast. L'audio digital, c'est simplement un contenu audio qui va être consommé au travers d'un device connecté à Internet. Donc, ça va en effet pouvoir être des podcasts, principalement sur le téléphone, mais ça peut aussi être de la radio écoutée en live sur une tablette. Ça peut être également une playlist de musique écoutée sur un smart speaker, donc une enceinte connectée. C'est vraiment l'ensemble de ces formats écoutés en digital. D'accord. Alors, quelle est la consommation aujourd'hui des Français de l'audio? J'imagine bien qu'il y a des mesures. Et comment elle se répartit? Parce que évidemment, on ne peut pas comparer la musique avec le podcast ou la radio. Ce sont des choses qui sont quand même extrêmement différentes. Alors, concernant les Français, on a aujourd'hui un taux de pénétration sur l'audio, que ce soit la radio ou l'audio digital, qui est extrêmement fort. Je crois que de mémoire, on est un peu plus de 95% des Français qui sont des auditeurs tous les mois de contexte audio. À l'intérieur de ces 95%, on a plus de la moitié qui consomment de l'audio en digital. Et en effet, à l'intérieur de cette consommation digitale, il y a des comportements de consommation qui sont très différents entre des plateformes de streaming qu'on connaît tous. On va aussi avoir des podcasts. Et dans le podcast, on a des replays de radio, on a des podcasts dits natifs. Ouais. Donc tout ça, ça crée beaucoup de formats très différents et potentiellement aussi beaucoup de technologies derrière pour pouvoir faire tourner en fait cet écosystème. Et c'est aussi nous un de nos enjeux, c'est d'être capable de prendre le point de chaque format à ses spécificités et comment on est capable de l'adresser au mieux. Et c'est pour ça que notre approche, elle est vraiment globale audio-digital, même si à l'intérieur, il y a évidemment des spécificités. Bon, on va se pencher plus précisément sur le podcast, parce que je crois savoir que le mois dernier, vous étiez au London Podcast Show. Et ça m'intéresse de savoir un peu quelles sont les tendances qui se dessinent. D'abord, la grande question que tout le monde se pose, c'est quand même où est-ce qu'on en est de la monétisation de ces podcasts aujourd'hui? Parce que c'est bien beau de créer une économie avec beaucoup de contenu disponible, mais à un moment, il faut que ce soit rentable. C'est en effet un bon point. Pour le podcast show, donc c'était la deuxième édition qui se tenait à Londres il y a quelques jours de cela. Déjà, le point très positif, c'est qu'on a eu un podcast show qui était extrêmement massif au niveau des sociétés qui étaient présentes sur place, avec des stands, avec beaucoup de conférences autour du format du podcast. Et puis également au niveau des visiteurs, je crois que de mémoire, il y avait 10 000 personnes qui étaient présentes sur place, plus de 40 nationalités représentées. Donc l'écosystème se porte bien, est très dynamique. Et ça, c'est quand même un signal fort sur un marché notamment publicitaire qui est un petit peu challengé par rapport au contexte économique que l'on connaît. Concernant la monétisation, c'est vrai qu'on y voit un peu plus clair depuis maintenant quelques mois. Le podcast notamment s'est pas mal cherché sur le modèle économique et en plus a subi aussi une injection de valeur un petit peu artificielle de la part des grosses plateformes, notamment Spotify, qui a beaucoup investi sur le format et qui a un petit peu caché les vrais sujets de monétisation sur le format. Donc aujourd'hui, ce qui est très clair, c'est que la publicité est de très loin le premier levier de rémunération des podcasteurs. Et la publicité peut prendre plusieurs formes d'ailleurs, mais ça reste quand même le premier levier de rémunération. Et ensuite, il y a d'autres modèles qui commencent à émerger, qui ne sont pas encore tout à fait calés, où il n'y a pas encore de vrai gros succès qui a eu lieu, mais qui sont en train d'arriver, comme par exemple le podcast payant, qui est maintenant nativement intégré dans des plateformes comme Apple Podcasts ou Spotify. Et puis d'autres modèles plutôt de production en marque blanche pour des plateformes, des studios, etc., mais qui restent plutôt marginales. La publicité reste vraiment le sujet clé. Et à partir de ce moment-là, quels sont les outils qu'on met à disposition? C'est ça aussi la question à laquelle les podcasteurs ont essayé de répondre en venant au podcast show à Londres. Oui, justement, sur la partie publicité, on a beaucoup vu le sponsoring. Ouais. Et c'était quand même assez... En tout cas, au début, ça commence à être un peu différent, je crois. C'était quand même beaucoup dans la voix du podcasteur qui disait « Et au fait, je vous parle de la cuisine machin qui sponsorise ce podcast et qui est génial. » Et on est toujours... Et c'était un peu... quand même parfois un peu artisanal. Ouais. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ou ce sponsoring un peu intégré perd du terrain?
Nous, notre vision, c'est que, et je pense que beaucoup de podcasteurs commencent à partager cela également, c'est que le podcast, c'est un produit à l'intérieur duquel on va retrouver différents formats publicitaires. Donc, le sponsoring, en effet, est assez artisanal, très manuel dans son approche, et donc forcément ne peut pas être passé à l'échelle. On ne peut pas faire du sponsoring automatisé, etc. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Et à l'inverse, des publicités beaucoup plus automatisées, là, peuvent être mises à l'échelle. On peut amener beaucoup plus de marques à sponsoriser de manière très automatique des podcasts. Et je pense que c'était ça un petit peu qui manquait au marché aujourd'hui. On a démarré avec du sponsoring parce qu'en effet, très manuel, plus facile à mettre en place aussi, parce que besoin de moins de technologie pour pouvoir l'opérer. Par contre, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les podcasteurs qui arrivent à avoir un vrai modèle viable sur la publicité sont ceux qui ont réussi à combiner une approche beaucoup plus manuelle et beaucoup plus intégrée de je suis l'animateur d'un podcast et donc je vais prendre la parole pour une marque, et ce qui se rapproche finalement beaucoup des modèles qu'on a sur les réseaux sociaux d'influence, etc., avec des modèles plus automatisés. Et en fait, quand on prend du recul, que ce soit YouTube ou les plateformes sociales comme Instagram, etc., les influenceurs vont à la fois travailler en direct avec des marques et aussi profiter d'un modèle de rémunération automatisé avec des publicités fournies par Google, fournies par Facebook. On se dirige à peu près vers le même modèle sur le podcast, avec une combinaison des deux et évidemment des plateformes pour pouvoir opérer tout ça. Ça veut dire qu'on aura de la programmatique en entrée ou en sortie de podcast ? Exactement, c'est vrai que la programmatique, c'est ce principe de pouvoir automatiser de la publicité sur des places de marché. Ça ressemble un petit peu à ce qui se fait sur le marché de la bourse, par exemple, mais pour la publicité. Et donc le programmatique, c'est déjà une réalité depuis maintenant près de 10 ans sur les formats de display ou de vidéo. Et là, en effet, c'est en train d'arriver sur l'audio digital, tout simplement parce qu'il y a des systèmes d'enchères, il y a de la data, il y a beaucoup de choses qui font que le programmatique est très intéressant pour les marques qui vont vouloir acheter des espaces publicitaires. Et on pense qu'il y a une énorme opportunité puisque les audiences progressent tellement sur le podcast et il y a tellement d'espaces publicitaires disponibles que le programmatique permet de répondre en grande partie à l'équation. Ça va grignoter des parts de terrain sur des parts de marché sur le display, par exemple, ou sur... Ouais, c'est vrai qu'on assiste à une bascule depuis quelques mois maintenant. Je pense que le display est un format qui est vraiment challengé de par le fait qu'il y a de moins en moins de data, qui était quand même le nerf de la guerre pour ce format-là, notamment avec le cookie qui disparaît, avec voilà, beaucoup de ces sujets-là qui impactent en fait très fortement les investissements du display. Et donc forcément, quand on décide de moins investir ce format-là, on va plutôt essayer d'aller chercher les nouveaux formats, les nouvelles plateformes et le podcast avec les taux de croissance qu'on constate au niveau des audiences, qui est quand même le prérequis premier pour une marque pour pouvoir investir des budgets publicitaires. Et aujourd'hui, clairement, une oasis dans un écosystème digital qui est très, très challengé. Oui, justement, vous parlez des audiences. Est-ce qu'il y a un seuil minimum pour monétiser un podcast ? Alors, il faut faire ses preuves d'abord avant de monétiser, j'imagine. Voilà. Techniquement, non. Après, il y a une réalité aussi économique. C'est à la fois pour la marque et pour l'intermédiaire technologique qui va vouloir opérer la campagne. Il faut qu'il y ait quand même un minimum viable pour pouvoir opérer tout ça. Nous, notre conviction, c'est que c'est étape par étape. C'est-à-dire que l'étape numéro 1, c'est d'abord de construire une audience engagée, fidèle, avant de se dire, derrière, on va pouvoir bien la monétiser. Je pense que c'est vraiment le premier sujet. Et on va dire à partir de quelques centaines de milliers d'écoutes, et aujourd'hui ça peut paraître beaucoup, mais il y a beaucoup de podcasteurs et évidemment de groupes médias qui sont à ces niveaux-là d'audience. On peut commencer à monétiser, soit de manière très automatisée, soit de manière un peu plus manuelle avec notamment du host-read, etc. Soit en du quoi, pardon, vous m'avez perdu. Du host-read, pardon, du sponsoring. Ok. Soit en combinant les deux. Mais encore une fois, c'est étape par étape. D'abord, construire une audience, trouver un format qui fonctionne, parce qu'on en parlait en introduction, il y a aujourd'hui une offre qui est pléthorique sur la proposition de valeur au niveau des contenus. C'est parfois aussi difficile d'y voir clair en tant qu'utilisateur par rapport aux plateformes sur tout ce qui va concerner les nouveaux formats. Et donc, il y a déjà cette première recette à trouver de qu'est-ce qu'un bon format qui marche, qui génère des audiences, et ensuite, évidemment, mettre les clés du succès sur la partie monétisation, avec encore une fois la publicité qui reste le premier levier. Justement, sur la publicité, j'ai regardé les chiffres aux États-Unis. Il y a le dernier rapport IAB qui dit les revenus publicitaires sur les podcasts ont progressé de 26%. Alors évidemment, quand on part de très bas, c'est toujours facile d'afficher des taux de croissance un peu élevés, mais quand même 1,8 milliard de dollars. Où est-ce qu'on en est en France ? Parce que j'imagine qu'on est un peu en dessous de ça, évidemment, qu'on est un peu en retard. Et est-ce que vous avez une idée du pourcentage de podcasts, par exemple, qui peut être rentable en France ? Alors, concernant le marché français,
C'est vrai que c'est difficile d'isoler vraiment le podcast par rapport à l'audio digital, qui est un écosystème un peu plus large, qui intègre également le podcast. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que d'année en année, depuis maintenant 4-5 ans qu'on a des études marché, le podcast double en taille au niveau de marché publicitaire. Si je dis pas de bêtises, les derniers chiffres du SRI annoncent un marché qui fait entre 50 et 100 millions d'euros sur l'audio digital en France. Donc c'est pas rien. Ça représente quelques pourcents du mix digital des marques en France. Et en effet, ça progresse très fortement et beaucoup plus que le reste des médias au niveau du digital. Donc on est très très loin de ce que font les Américains, mais en tout cas, on a des taux de croissance qui sont très très soutenus et qui nous font dire que ça va continuer de performer très très bien. Concernant, on va dire, la manière d'opérer et la croissance au niveau des audiences, pour donner un chiffre, aujourd'hui c'est un Français sur 2 qui écoute un podcast chaque mois. Aux États-Unis, c'est déjà les 3/4 des Américains qui consomment des podcasts tous les mois. Donc ça va continuer de progresser. Et pour répondre à votre deuxième question, la part des podcasts qui vont tomber dans la rentabilité, va aussi progresser. Aujourd'hui, il y a, c'est sûr, beaucoup de médias ou même d'indépendants qui n'ont pas totalement craqué le modèle économique du podcast, mais ça commence à arriver. Nous, on a maintenant des éditeurs avec lesquels on travaille depuis 2-3 ans qui commencent vraiment à avoir une vraie viabilité autour de ce format-là et qui sont vraiment entrés dans ce système de cercle vertueux où la publicité automatisée permet d'assurer du revenu tous les mois, parce que c'est beaucoup plus lisible que des formats de sponsoring qui sont un peu plus à la carte et plus manuels, ce qui leur permet par ailleurs de réinvestir dans des nouveaux contenus, de staffer un peu plus les équipes, et donc de faire grossir finalement ce format-là en interne. D'accord. On me disait tout à l'heure, l'offre, elle est très fragmentée. Comment est-ce qu'on fait et comment est-ce que vous accompagnez vos clients pour faire en sorte que l'audience progresse ? Sur la partie audience... C'est difficile d'exister dans un écosystème très éclaté où n'importe qui, entre guillemets, peut du jour au lendemain se déclarer podcasteur, parce que ça ne demande pas tellement de moyens finalement. C'est très difficile en effet, d'autant qu'on a parfois pas tout à fait la main, notamment sur les plateformes d'écoute, sont Apple et Spotify qui représentent aujourd'hui le très très gros des écoutes sur le marché français et pas que d'ailleurs. On est là, nous, avant tout, pour les accompagner sur des logiques, on va dire, très consulting, donc vraiment très, très en amont. On effectue beaucoup de veille. On travaille par ailleurs aussi en coordination avec des studios en Grande-Bretagne, aux États-Unis, qui sont des marchés un peu plus matures que le marché français, pour identifier les contenus qui fonctionnent, les formats en termes de longueur de podcast, etc., la récurrence de publication. Il y a une règle là-dessus, parce que j'ai l'impression qu'on voit des podcasts qui font 3 minutes comme qui font 2h30. C'est ça. Je pense que la thématique joue aussi beaucoup sur la longueur du podcast. Je pense que les podcasts de culture générale, par exemple, fonctionnent très bien sur des formats courts. À l'inverse, des interviews sont quand même plus intéressantes quand c'est un peu plus long. Tout ce qui va concerner donc le true crime, ça va être les faits divers, les histoires de meurtres. Ça fonctionne très très bien et les Français s'y ont mis. Ils sont depuis maintenant plusieurs mois. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer là-bas et sur lesquelles nous on essaye aussi de donner les clés aux producteurs pour que justement ils puissent aller vers ces formats-là et donc aller chercher des audiences. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est une fois que les podcasts sont créés, comment on arrive à mieux les mettre en avant, les faire vivre aussi un petit peu en dehors de ces plateformes-là, puisqu'il y a quand même pour la plupart des gros acteurs, notamment de la presse ou radio, des gros sites médias derrière Internet qui existent et donc des mises en avant qui sont possibles pour aussi soit éduquer des gens qui ne sont pas encore des auditeurs de podcast, soit au contraire faire de la mise en avant pour aller chercher toujours plus d'audience et de durée d'écoute. Et puis le dernier élément, et là c'est plutôt d'ordre produit et technique, c'est comment on arrive à trouver des fonctionnalités au sein de notre plateforme pour qu'un podcasteur puisse faire de la mise en avant au sein de ses propres auditeurs pour annoncer le lancement d'un nouvel épisode ou d'un nouveau podcast ou avoir des systèmes de cross-promotion entre différents réseaux pour que finalement ils arrivent à se renvoyer des audiences et à faire grossir le gâteau. C'est vraiment ça l'objectif. On parle beaucoup d'IA générative en ce moment et on dit à quel point elle va transformer un peu tous les business. Et moi, je me posais la question de savoir quelle pouvait être l'incidence sur le podcast. Alors ça commence déjà à arriver, pour répondre à la question. C'est vrai que le podcast show était un super moment pour justement voir un petit peu toutes les nouveautés qui arrivaient sur le marché autour de l'IA, puisque la plupart des technologies étaient présentes sur place. Aujourd'hui, l'IA sur le podcast est plutôt envisagée comme une aide à la création, notamment pour automatiser certaines tâches. Donc je vais vous donner un exemple. Quand on va créer un podcast, il faut la plupart du temps rédiger les notes de l'épisode pour présenter l'invité ou la thématique, etc. Ça, l'IA peut très bien le faire et
probablement mieux que des humains avec beaucoup plus d'automatisation et de récurrence. Ça va aussi être par exemple sur la création de jaquettes de podcasts, ce genre de choses qui sont déjà en fait une réalité sur pas mal d'autres industries qui arrivent vraiment comme une aide pour la création. Ensuite, on a des initiatives qui sont un peu plus jusqu'au boutiste et là qui viennent toucher au contenu audio en tant que tel. Aujourd'hui, ça reste quand même très balbutiant. C'est difficile. Ce que vous voulez dire, c'est, si je décrypte, ce que vous ne dites pas, c'est que l'IA pourrait elle-même faire un podcast. Ouais, alors il y a déjà eu des initiatives plutôt sur des podcasts en anglais qui sont 100% générés par des voix de synthèse. Il y en a notamment un où c'est un podcast avec, je crois que c'était Elon Musk avec Steve Jobs, où en fait on récupère des discours ou des vidéos de l'époque, on intègre toute la voix d'une personnalité et derrière on est capable de lui faire dire un petit peu ce qu'on veut. Donc ce qui pose des questions éthiques. Voilà, donc c'est encore un autre sujet, mais en tout cas ça peut devenir une réalité assez rapidement. Après voilà, il y aura des sujets de qui a les droits, de quoi, les questions éthiques, etc. etc. Et puis il y a des manières aussi beaucoup plus simples d'accéder à, on va dire, de la génération audio de synthèse. Et ça c'est pour le coup une réalité depuis maintenant plusieurs années en France et même dans d'autres pays du monde. Et d'ailleurs Audion en est à l'initiative avec le format print audio. C'est ce qu'on appelle le text to speech. Donc c'est vraiment la possibilité de convertir n'importe quel texte en audio avec une voix d'intelligence artificielle. Et donc, qui permet... Ce qu'on voit par exemple sur certains articles en ligne qui proposent une... Exactement. Donc la possibilité de consommer du contenu de différentes manières en fonction voilà, du contexte de l'utilisateur. Mais alors moi ça j'ai essayé pour le coup parce que j'essaye à peu près tout. Donc je regarde aussi évidemment cet écosystème. Et franchement, les voix de synthèse, bon, c'est quand même, ça vaut quand même pas... Ça remplace pas un humain, on est d'accord, mais... C'est juste vraiment parce qu'on a la flemme de lire, quoi, on peut se le dire. C'est ça. Alors, c'est vrai que sur des très gros sites, finalement, il y a peu d'utilisateurs aujourd'hui qui s'engagent sur ce type de player, mais 1% de 100 millions de pages, ça commence à faire un petit peu de volume quand même. Et le deuxième sujet, c'est que la qualité des voix avance à une vitesse absolument délirante. Et ça, c'était sans même intégrer de l'IA générative. On va être capable demain d'intégrer des musiques créées par ordinateur, des bruitages, et pourquoi pas même réinjecter des modules qui sont complètement générés d'un point de vue contenu par l'IA. Donc je pense que c'est la première étape de quelque chose d'un peu plus massif qui est en train d'arriver aussi, et qui pour le coup est déjà une réalité, déjà implémentée sur beaucoup de sites, de grands sites médias français, et qui demain va aussi à un moment donné créer un petit peu enfin en tout cas détruire la frontière entre un podcast humain, un podcast virtuel, et finalement ça va aussi amener aussi un petit peu de compétition sur ce marché qui ne sera pas inintéressante. Merci beaucoup Arthur Larrey, je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Audion.